Dans cette vidéo, je vais vous parler des mystères qui entourent le désert de Gobi. Comme vous voyez sur la vidéo, le désert de Gobi englobe deux pays, hein, la Mongolie, la Chine, hein. Il intègre le sud de la Mongolie là, et une partie du nord de la Chine. Bah, c'est un désert qui fait à peu près deux fois la France, hein. Il est carrément aride, hein. Et la Chine maoïste avait effectué près du lac de l'Op Nord, dans ce désert de Gobi, hein, des essais nucléaires qui avaient laissé de grandes plaques de sable vitrifié. Mais il y avait aussi dans ce désert un certain nombre de traces similaires, hein, vieilles de plusieurs milliers d'années. Dans le désert de l'Aube Nord, en Chine orientale, les archéologues avaient entre autres trouvé différentes couches de traces de civilisations très très anciennes, hein, sur un espace de temps très étendu. Les archéologues cesseront de creuser quand ils arriveront à une couche de sable complètement vitrifiée. Bah, le désert de Gobi est rempli d'endroits où le sol a été complètement vitrifié par une chaleur extrême, comparable aux traces que laisserait une explosion nucléaire. Sur le désert de Gobi régnerait un véritable tabou. Après les tempêtes de sable, hein, des émergences de cités dont l'origine se perdrait dans la nuit des temps. De ces régions aujourd'hui désolées émigrèrent jadis des peuples en possession d'une science révolutionnaire et inconnue des autres hommes. Leur exode, fuyant la région, avait dû être motivé par le déclenchement d'un cataclysme. Bah, un feu du ciel qui s'abattra sur les principales cités qui se développaient jadis dans ce qui deviendra aujourd'hui cette région aride qu'on appelle le désert de Gobi. Bah, la transmutation de terres très très riches en sable stérile, complètement vitrifié, hein, laisserait supposer le passage d'un terrible cataclysme, hein, de type nucléaire, hein, qui aurait décimé une partie de ces cités. Alors on comprend pourquoi durant des siècles, des millénaires, les hommes avaient refusé de revenir en ces lieux maudits, hein, d'où ils avaient été chassés, hein, et où avait péri une partie de leurs lointains ancêtres frappés par la colère divine. Dans son livre Récit d'un voyageur de l'astral, Daniel Meroy Givaudan plongera dans cette mémoire de l'univers qu'on appelle les archives akashiques, hein, et il nous en ramènera la vision d'une guerre qui se serait déroulée sur Terre il y a de cela plusieurs milliers d'années dans cette région, qui aujourd'hui est devenue un désert vitrifié, le Gobi. D'après la vision que vous allez voir là, du moins vous allez entendre, ça ressemble étrangement à une attaque type nucléaire, hein. Bah, les annales akashiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, que l'on appelle aussi la mémoire de l'âme, sont un lieu spirituel où seraient enregistrées les archives de la vie de chaque être humain, hein. Le bien qu'il a fait, le mal, ses erreurs, ses réussites, hein, ses différentes incarnations, ses dettes karmiques, payées ou non, hein. Elle serait aussi appelée la mémoire de l'univers, hein, parce qu'elle renfermerait toutes les étapes de l'évolution de l'univers, hein, ses changements, ses cataclysmes, hein, son histoire, etc., etc. Lors d'une visite dans ces archives akashiques, hein, vous voyez, vous entendez et puis vous sentez tout ce qui vous entoure. C'est comme si vous plongiez dans l'histoire du temps. Bon, exactement comme le récit suivant, hein, qui nous a été transmis par Daniel Givaudan, qui en plein voyage astral va entrer dans cette mémoire du temps, qui nous montre pourquoi une région florissante deviendra le fameux désert de Gobi. Bah, je vais commencer le récit, hein. C'est Monsieur Daniel Givaudan qui parle en état de dédoublement astral. À nouveau, le mur du temps s'est brisé, hein. Le bruit d'une foule en effervescence a frappé mes oreilles. On parle, on crie, des voix d'hommes et de femmes et d'enfants se mêlent confusément. Il fait presque nuit, hein, le ciel rougeoie par endroits, les premiers astres ont fait leur apparition. Mon corps d'emprunt marche avec agitation dans une large rue de chaque côté de la chaussée. Je distingue des maisons basses, hein, bâties très régulièrement, selon un plan qui ne semble pas varier beaucoup. À plusieurs centaines de mètres de moi, des immeubles se détachent pourtant de la voûte céleste, hein. Peut-être ont-ils 4 ou 5 étages, hein. L'idée ne me vient même pas de les compter, hein. Seuls s'inscrivent en moi leurs grandes façades blanches. Je ne peux saisir les pensées de l'être qui me prête sa vision, hein. Mais elle me semble bouillonner d'anxiété. Mon corps s'arrête alors brusquement, hein, comme en état d'alerte, et mes yeux commencent à fouiller le ciel à la recherche de je ne sais quoi. La chaleur doit être torride, hein. Les êtres qui me croisent et me poursuivent sont légèrement vêtus. Et les derniers rayons du soleil font luire sur leur visage angoissé des filets de sueur.
J'essaie de garder présente en moi-même l'idée que je ne suis pas ici, hein, pas avec eux, mais la tension qui s'élève de la foule me trouble. Et si c'était vrai, si c'était bien réel, et si c'était moi, cet homme à la large tunique jaune qui marche à ce rythme saccadé, si c'était une de mes vies que je revivais, et si ce qui devient un cauchemar ne prenait pas fin, bah, je me trouve pris dans un flot sans fin, hein. Tous les êtres semblent se diriger maintenant vers un lieu que j'ignore. La foule marche, marche, marche de plus en plus vite, hein. Elle se met à courir et je cours aussi comme un automate. Un homme de petite taille, au teint basané, vient d'apparaître à mes côtés. Il s'agrippe à ma tunique comme s'il voulait retenir ma fuite. Mes mains le repoussent avec force et mes yeux le dévisagent. Brusquement, un cri plus fort que les autres sort du cœur de la foule. Là-bas, là-bas. Des hurlements fusent alors de toutes parts, hein. Une clameur générale semble s'élever de la ville entière, hein. À notre droite, dans le ciel presque obscur, une lumière jaune grandit à une vitesse effrayante. En quelques secondes, sa masse est devenue énorme. Elle passe au-dessus de nous, à quelques dizaines de mètres du toit plat des maisons, et déclenche le délire général. Des hommes et des femmes tombent et ne se relèvent plus. Derrière nous, la foule pousse toujours plus fort, hein, toujours plus loin. Elle veut avancer, fuir toujours plus loin. Même si pour ce faire, elle piétine les corps. Bah, il me semble que mes jambes ne me soutiennent plus, hein. Je ne sais pas si je suis porté par le flot humain ou si je m'accroche désespérément à la vie. La boule lumineuse est passée une seconde fois au-dessus de nos têtes, hein. Cette fois-ci, j'ai pu voir de quoi il s'agissait. Un énorme engin de couleur sombre, de forme ovoïde, entouré d'une ceinture de rayons lumineux jaunes et orange. Une nouvelle fois, elle s'évanouit dans le ciel aussi vite qu'elle l'avait surgi. Maintenant, plus rien, hein, qu'une attente suffocante tandis que nous continuons à fuir, hein. Les cris de terreur ont laissé la place à un silence étrange, hein. Je n'entends plus que le halètement des corps à bout de souffle, hein, plus que le bruit des corps qui trébuchent et qui tombent. Les maisons se font plus espacées, leurs rues semblent s'agrandir, hein. Intérieurement, une voix me dit que nous sortons de la ville, que peut-être tout est fini, que nous n'aurons plus rien à craindre. Petit à petit, la foule s'éparpille, l'allure se ralentit. Mes pieds s'enfoncent dans une terre très meuble, hein, je pense à du sable. Mais je ne sais pas si cela en est car je ne parviens pas à guider mes yeux. Nous nous sommes arrêtés et nous regardons tous là-bas du côté de la ville, hein, où d'autres se trouvent encore et cherchent à fuir. Je sais, je sens maintenant que rien n'est terminé. Soudain, une multitude de lumières jaillit à l'horizon du côté où le soleil finit de se coucher. Avec un sifflement strident, elles fondent sur la ville. De chacune d'elles, une langue de feu est sortie pour tomber sur les toits. Mes compagnons hurlent et cherchent à nouveau à fuir, hein. Le sol est ébranlé et un bruit de tonnerre s'élève dans le ciel maintenant, et des flammes jaillissent hors des maisons. Le spectacle est stupéfiant. À ma gauche, un autre groupe de boules lumineuses est apparu, hein. Il accomplit une demi-boucle dans le ciel étoilé et s'élance vers les rayons de feu qui sèment la destruction. J'assiste alors à une vision d'apocalypse. Une lutte sans merci s'est engagée dans les airs. Des faisceaux de lumière jaune, rouge et bleu sillonnent le ciel au-dessus des murs de la ville, qui sombrent dans les flammes. La voix de mon guide retentit. Non, tu ne revis pas l'une de tes vies antérieures, hein. Tu vis le drame d'un peuple qui fut anéanti en quelques heures pour n'avoir pas voulu agir selon les lois cosmiques du Créateur. Ce que tu vois aujourd'hui s'est passé il y a bien longtemps, bien avant le dernier déluge, bien avant que l'Atlantide ne soit au sommet de sa gloire. Ces hommes qui se battent dans l'espace, qui fuient leur ville en feu et qui sont prêts à s'entre-déchirer pour survivre, vécurent dans ce que les terriens appellent aujourd'hui le désert de Gobi. Cherche avec tes yeux, cherche à voir la nature que tous ces hommes sont en train de massacrer, hein. Elle vit ses derniers instants, hein. Il y a des temps, il y a des champs et des vergers, hein. Il n'y aura plus qu'un désert de sable vitrifié. Il n'y aura plus que les ruines d'une civilisation enfouie à plus de 3 mètres sous la surface du sol. Bah, comme vous voyez dans ce témoignage obtenu grâce à une visite dans les archives akashiques, Daniel Givaudan est en train de confirmer ce que certains archéologues commencent à découvrir dans ce désert de Gobi, c'est-à-dire des cités enfouies à plus de 3-4 mètres de profondeur sous les sables. Certaines de ces cités paraissent, du moins, paraissent complètement vitrifiées, hein. Et ça se comprend quand on voit le récit, quand vous entendez le récit que je viens de vous réciter. C'est qu'il y a eu des bombardements de type atomique à une époque. On s'est servi d'une technologie assez sophistiquée. Il y a de cela plusieurs milliers d'années. Mais bon, les régions vitrifiées, on n'en trouve pas que dans ce désert de Gobi, hein. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, vous trouvez plusieurs régions en Inde qui sont complètement vitrifiées, hein. Et ça, je l'explique, c'est dû aux guerres qui avaient opposé les rois de l'Atlantide à l'empire de Rama.
Bon, l'Empire de Rama, pour ceux qui ne savent pas le situer, ça englobait l'équivalent du Pakistan, l'Afghanistan, une partie de l'Inde. Ça englobait cette région, l'Empire de Rama. Cet empire était rentré en conflit avec les rois de l'Atlantide. Et bon, à cette époque, il y a plusieurs milliers d'années, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les gens se déplaçaient à bord de Vimana, c'est des appareils volants qui fonctionnaient par antigravitation. Ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et à la prochaine pour une autre.